Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'il s'est passé le 6 février 1934, une date méconnue aujourd'hui, pendant laquelle s'est déroulée une des plus graves crises de l'entre-deux-guerres. Une succession d'événements qui, si on en changeait quelques détails, aurait pu mener à l'accession au pouvoir d'un gouvernement fasciste en France dès l'année 1934. Comme vous pouvez vous en douter, cela aurait totalement bouleversé l'histoire et donné naissance à une Europe bien différente dont je vais vous parler dans le scénario qui va suivre. Mais bien sûr tout d'abord, afin de bien comprendre ce qui s'est réellement passé, un peu de contexte. En 1934, la France n'est pas dans un état très reluisant. C'est à cette période que les effets de la crise de 29 se font sentir. Le chômage monte, l'économie est en berne, le déficit se creuse, le contexte social se tend et le fascisme se répand sur tout le continent. L'instabilité de la Troisième République empire la situation. De 1932 à 1934, 6 gouvernements se succèdent. Des ministres, des députés et des fonctionnaires d'État s'empêtrent sans cesse dans des scandales qui défraient la chronique. Ces affaires alimentent un antiparlementarisme féroce et provoquent la montée en puissance ainsi que la radicalisation de diverses organisations d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et c'est précisément une énième affaire qui va déclencher la crise du 6 février 1934. Un mois avant les émeutes, Alexandre Stavisky, un escroc lié à plusieurs membres du gouvernement, est retrouvé mort. Alors que la police conclut assez vite à un suicide, on accuse le gouvernement d'avoir fait assassiner cet homme afin de dissimuler la corruption de certains ministres. Le limogeage d'un préfet de police et la gestion catastrophique du scandale par les autorités finissent par déclencher la colère des ligues, des organisations d'extrême droite, dont certaines disposent de milices paramilitaires. Parmi elles, l'Action française, une organisation monarchiste, les Jeunesses patriotes, la Solidarité française ou encore les Croix de feu du colonel de la Roque. Toutes regroupent un nombre important d'anciens combattants et appellent à manifester. Le matin du 6 février, donc 30 à 50 000 personnes se regroupent à différents endroits de la capitale. Lorsque les croix de feu atteignent l'esplanade des Invalides, le colonel de la Roque, qui en est à la tête, refuse le coup de force et disperse ses fidèles. C'est à cet instant que toute perspective de coup d'état disparaît. Les troupes des croix de feu étaient les plus nombreuses en termes d'effectifs et les plus organisées. Celles-ci auraient largement pu déborder des forces de police complètement dépassées afin de gagner le palais Bourbon, le siège de l'Assemblée nationale, et y renverser le gouvernement. Sur le moment, l'Action française hurle à la traîtrise. Seulement, même privés de la plus grande partie de leur effectif, ce qu'il reste des ligueurs ne compte pas en rester là. Plusieurs milliers d'émeutiers munis d'armes improvisées tentent le coup de force et marchent vers l'Assemblée nationale. La police se ressaisit. Les affrontements sont extrêmement violents et se prolongent toute la nuit. Au petit matin, on dénombre une vingtaine de morts et plus de 1400 blessés. Le coup de force a échoué, mais cet événement ne sera pas sans portée. Le gouvernement doit démissionner, tandis que les forces de gauche, socialistes, communistes, radicaux, voient dans cette émeute une authentique tentative de coup d'État. Une contre-manifestation est organisée quelques jours plus tard, première étape d'une forte réaction politique qui mènera à l'arrivée au pouvoir du Front Populaire en 1936. Mais maintenant, imaginons que ce jour du 6 février 1934, le colonel de la Roque, avec ses croix de feu, n'ordonne pas la dispersion et se décide à renverser la République, à mettre en place un nouveau gouvernement. Un scénario un peu dystopique, certes, mais vous savez que j'aime ça, que je vais tout de même explorer ici. Une France qui subit un coup d'État en 1934, menant à l'instauration progressive d'un régime autoritaire. Un scénario de fiction qui explorera une réalité alternative où la France, tout comme l'Allemagne et l'Italie, plonge dans le fascisme à la veille de la Seconde Guerre mondiale. J'espère que cette uchronie vous plaira, et sans perdre plus de temps, place au scénario. Nous sommes le 6 février 1934, dans une réalité alternative. Le colonel de la Roque est face à un dilemme. Son plan était pourtant simple, mener les croix de feu pacifiquement devant l'Assemblée nationale, pour enjoindre le président du Conseil, Édouard Daladier, à purifier, selon ses mots, la corruption du gouvernement. Attaché qu'il est au respect de la légalité républicaine, de la Roque a tout fait pour ne pas mêler ses hommes aux autres ligueurs, et n'a jamais envisagé de prendre le pouvoir par la force. Pourtant, à 21 h, la situation a changé. Sur le pont de la Concorde, la police charge, les ligueurs tirent à balles réelles, les premiers affrontements commencent. La police est occupée ailleurs. Les croix de feu ont le champ libre jusqu'à l'Assemblée nationale. De la Roque jette un œil au faible barrage et décide, à rebours de toutes les prévisions, d'ordonner à ses troupes de le forcer et d'investir la Chambre des députés. Cette Troisième République n'a que trop duré, hurle-t-il à ses troupes surexcitées. Il est temps de redresser le pays. L'opportunisme aura guidé le colonel. L'occasion était trop belle, trop tentante. Dans cette réalité alternative, les croix de feu ne se dispersent pas. Des milliers de manifestants et des centaines de membres du service d'ordre de l'organisation forcent le barrage de police et investissent l'Assemblée nationale. Le reste des troupes déferlent sur le pont de la Concorde, surprennent les forces de l'ordre sur leur arrière, et ouvrent le passage au reste des ligueurs.
À l'intérieur de l'hémicycle, c'est la panique. Plusieurs députés et ministres sont passés à tabac, séquestrés. Les locaux sont saccagés, c'est la confusion la plus totale. Évacué bon gré mal gré, Daladier tente de joindre la préfecture, veut faire donner l'armée contre les émeutiers. Mais les ordres sont mal transmis, se perdent. Il est tard, la chaîne de commandement est endormie, et ceux qui restent ne savent pas s'ils doivent obéir aux ordres d'un président du conseil discrédité et en fuite. On attend de voir comment la situation va évoluer. À 5 h du matin, le lendemain, un communiqué en provenance de l'Assemblée nationale est envoyé à toutes les rédactions de la capitale. Le colonel de Larocque, persuadé par les autres ligueurs après de longues négociations, a accepté de prendre la tête d'un gouvernement militaire de salut national. La figure du chef des Croix de Feu, ancien combattant des tranchées, nationaliste modéré, emporte l'adhésion de l'armée. L'infanterie est déployée suite au coup d'État. La France se réveille en ayant définitivement basculé dans une nouvelle ère. La journée du lendemain, du coup d'État a tout d'un rêve fiévreux. L'état de siège est proclamé et un couvre-feu imposé. La police et l'armée sont déployés dans les rues en prévision des premières réactions de l'opposition qui ne tarde guère. Il ne faut pas 24 heures pour entendre les premiers appels à manifester. Après le choc, la stupeur qui a suivi le coup d'État, les opposants descendent en masse dans la rue. Une bonne partie des usines se mettent en grève. La France est paralysée. Syndicalistes, communistes et socialistes manifestent remontés à bloc. Seulement la gauche est divisée sur la marche à suivre. L'armée est du côté des putschistes. Que faire? Certains suggèrent le coup de force, d'autres des négociations avec la junte militaire du colonel de Larocque. D'autres encore veulent ramener Daladier qui s'est enfui à Calais. Dans les faits, une bonne partie de la population voit ce coup d'État d'un bon œil. Le colonel de Larocque est une figure populaire, et l'instabilité politique de la Troisième République a fini par user la patience des Français. Nombreux sont ceux qui veulent un pouvoir fort, enfin capable de redresser la situation abyssale du pays. 2 jours après, un événement va cimenter l'assise du nouveau pouvoir. 3 commandos armés tentent de prendre le contrôle de plusieurs préfectures de police, à Strasbourg, à Rennes, à Angers. L'assaut est sanglant, brouillon, mal organisé. Les commandos sont repoussés, mais plusieurs personnes meurent dans ces événements tragiques, dont plusieurs fonctionnaires. Montés en épingle par les principaux journaux de droite et d'extrême droite, qui voient un complot communiste, l'attaque sert de prétexte à de Larocque pour faire passer une série de mesures destinées à protéger la population, selon ses mots. Interdiction de rassemblement, suspension du droit de grève, loi martiale, dissolution d'associations, arrestation préventive, ces lois sont passées grâce à l'état de siège, qui donne des pouvoirs exceptionnels au gouvernement. De Larocque profite de l'émotion suscitée par la mort des fonctionnaires. Suite aux attaques, la contestation est muselée. Les grèves, les manifestations cessent petit à petit. Les forces de gauche peinent à mobiliser, associées malgré elles aux tueries. La passivité de la population permet au nouveau régime de se mettre en place. Les communistes deviennent rapidement les boucs émissaires principaux. Pourtant, de Larocque sent la situation lui échapper. Il ne souhaite pas la dictature, ne l'a jamais souhaité. Il est fondamentalement opposé au fascisme et à l'antisémitisme assumé de nombreux ligueurs. Il a seulement accepté de prendre la tête de l'État car il pense que l'alternative serait pire. Il souhaite un changement de constitution et la fin de l'électoralisme, soit la mise en place d'un mode de scrutin qui ne mène pas au blocage. Il souhaite également faire évoluer la société dans le sens du catholicisme social, droit de vote des femmes, association capital-travail, congés payés, salaire minimum. Pourtant, il doit intégrer dans son nouveau cabinet plusieurs personnalités assez douteuses, qui ne voient pas vraiment les choses de cette manière. Le nouveau cabinet comprend plusieurs personnalités d'extrême droite qui trouvent le colonel de Larocque un peu trop modéré à leur goût. 2 ans plus tard, en 1936, la situation du pays est stabilisée. À rebours de ses prédécesseurs, de Larocque a mis l'accent sur la remilitarisation du pays, afin de contrer l'expansionnisme allemand. L'armée a été réorganisée, l'accent mis sur l'offensive, la construction de la ligne Maginot mise de côté. En mars 1936, lorsque l'Allemagne commence à masser des troupes le long de la Rhénanie, une région démilitarisée depuis la fin de la Première Guerre mondiale, le gouvernement de Larocque mobilise l'armée immédiatement et fait comprendre au Führer que toute tentative de remilitarisation de cet endroit entraînera une réaction violente et immédiate. Hitler ne tente pas le coup de force. Il n'a plus face à lui une troisième république faible et instable, mais un gouvernement militaire et nationaliste qui n'hésitera pas une seule seconde à entrer en guerre contre l'Allemagne. La monarchie anglaise préfère ne pas intervenir dans cette querelle, mais considère ces évolutions d'un œil inquiet. 2 ans après le coup d'État, le nouveau régime français a pu cimenter sa légitimité en s'appuyant sur plusieurs piliers. Anticommunisme, sentiment anti-allemand, culte du soldat des tranchées de la Première Guerre mondiale, politique nataliste renforcée. L'Assemblée nationale est présente, vote, mais la loi se fait principalement par décret. Depuis les attaques de la préfecture, les communistes sont persona non grata.
En solidarité, de nombreux mouvements de gauche, mais aussi certains mouvements de centre-droit et de droite, ont refusé de siéger dans l'hémicycle. Il n'y reste que les députés convaincus par les putschistes. Pourtant, loin de cette unité affichée, une série de conflits internes secoue le gouvernement. Les tensions sont hautes entre le colonel de Larocque et le ministre de l'Intérieur, Pierre Tétinger. En dehors de tout cadre légal, ce dernier utilise de plus en plus des forces paramilitaires, les groupes mobiles des jeunesses patriotes, afin de faire régner la terreur dans la rue. Intimidation, passage à tabac, voire meurtre, de nombreux membres de l'opposition, des syndicalistes, des politiciens, des journalistes, subissent les actions de ces jeunes enragés, jamais inquiétés par une police qui a l'ordre du ministre de fermer les yeux. Un régime de terreur très efficace qui muselle l'opposition, mais qui déplaît fortement à De Larocque. Celui-ci tempête, menace de dégager tous ces ligueurs trop violents ou trop antisémites à son goût. Seulement, le grand patronat, l'élite financière parisienne en a soupé du colonel. Ses volontés de réforme sociale, ses tentatives répétées d'améliorer le droit des travailleurs, l'ont rendu gênant pour les milieux d'affaires. Dans l'ombre, Pierre Tétinger a fait des rencontres, s'est engagé à faciliter la vie des industriels une fois arrivé au pouvoir, se met dans la poche un bon nombre de députés grâce à de généreux pots de vin, s'assure le soutien de l'armée en faisant passer De Larocque pour un vieux barbon naïf, agitant la menace communiste qu'il pourrait faire ressurgir si ces mesures sociales venaient à passer. Fort de ce soutien informel de sa carrière de député et de son statut de chef de ligue, Tétinger avance ses pions. Un matin de juin 1936, il fait voter à l'Assemblée à une courte majorité la fin de l'agente militaire du colonel De Larocque. Au même moment, les groupes mobiles, les forces paramilitaires des jeunesses patriotes investissent les locaux des Croix de Feu, les mettent à sac, tabassent, enferment, voire tuent sans ménagement dans des coins de rue. Dans la journée qui suit, Pierre Tétinger est élu par une chambre acquise à l'extrême droite, à la tête d'un gouvernement ayant pour mission de changer de constitution, dotée de pouvoirs exceptionnels. Les Croix de Feu sont dissoutes. De Larocque est mis sous résidence surveillée. Ce qu'il restait de liberté civique est aboli. Le fascisme s'installe définitivement en France. 11 novembre 1938. Au pied de l'Arc de Triomphe, une foule immense est venue rendre hommage aux soldats inconnus. Sur toute la longueur du Champ de Mars, défile triomphalement une armée française réorganisée, réarmée, fière et conquérante, prête à déferler sur l'Allemagne au premier ordre du protecteur de la patrie, Pierre Tétinger. Un par un, des enfants et des adolescents, appartenant aux jeunesses patriotes, viennent déposer des gerbes de fleurs pour rendre hommage aux combattants de la guerre de 14, érigés en tant que figure mythique de la propagande du nouveau régime. Ces nouvelles formations de jeunesse paramilitaires sont devenues l'avant-garde de la nation française, une nouvelle génération qui redressera le pays et écrasera toutes les forces hostiles à la France, qu'elles soient communistes ou allemandes. Cela fait maintenant 4 ans que le gouvernement d'Aladier a dû fuir suite aux émeutes. Le régime nationaliste du colonel de Larocque a laissé place à un gouvernement autoritaire, mené d'une main de fer par Tétinger, qui a définitivement basculé dans un fascisme à la française. Ce régime reprend certains codes du fascisme allemand ou italien, mais s'en distingue aussi de par bien des aspects. L'État mène une politique économique dirigiste, les mains dans la main avec les milieux d'affaires, militarise le pays, crée des organisations de jeunesse, réprime la dissidence et promeut une politique nataliste forte. On compte désormais des milliers de prisonniers politiques, qui croupissent dans des prisons surpeuplées. Nombreux sont les communistes et autres dissidents, de droite comme de gauche, accusés de sympathie avec les Allemands, envoyés en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, dans des bagnes qui font figure de camps de travail à ciel ouvert. De Larocque est mort chez lui dans des circonstances troubles, en même temps que de nombreuses personnalités politiques gênantes. Des centaines de milliers de personnes ont fui le pays, allant s'engager en Espagne, dans la guerre civile, partant en Angleterre ou aux États-Unis. L'antisémitisme est présent, mais heureusement pas aussi fort qu'en Allemagne. Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreux juifs ont combattu dans les tranchées. Tétinger considère que des politiques antisémites iraient à l'encontre de l'esprit de camaraderie et de solidarité qui régnait entre soldats de différentes confessions pendant la guerre. Même si aucun camp de la mort n'apparaît en France, les juifs subissent parfois des violences, des brimades, car nombre de ligueurs antisémites se sentent pousser des ailes, instaurant un climat de terreur. L'Allemagne hitlérienne est d'ailleurs dans la tourmente. La France, de cette réalité alternative inflexible envers son voisin teuton, menace sans cesse Hitler d'invasion si l'Allemagne continue de se réarmer. Ici, l'Anschluss, la réunification de l'Autriche et de l'Allemagne, n'a jamais eu lieu. La Rhénanie est toujours démilitarisée. Les Sudètes n'ont pas été annexés. Le réarmement patine et le Führer perd petit à petit en crédibilité, alors que l'économie allemande, fortement dépendante des conquêtes, périclite. Fin 1938 vient le coup de grâce. Pierre Tétinger, prenant pour prétexte de supposés mouvements de troupes à la frontière, ordonne à l'armée française, sous le commandement du maréchal Pétain, d'occuper la Rhénanie. Le but est de neutraliser la menace allemande, avant qu'elle ne devienne trop grande.
de justifier auprès de sa population son régime autoritaire, mais également d'extirper encore plus d'indemnités de guerre à l'Allemagne pour financer l'armée. La Wehrmacht tente de résister, mais mal préparée face à des troupes françaises bien supérieures en nombre et en qualité, elle doit reculer en catastrophe avec de lourdes pertes. L'humiliation est totale. Tétinger profite de cette victoire fulgurante pour se faire voter les pleins pouvoirs par ce qu'il reste de l'Assemblée nationale. C'est tout le déroulé de l'histoire européenne qui vient de changer, car dans l'année qui suit, la situation en Allemagne devient intenable. Humilié une fois de plus par la France et incapable de conquérir quoi que ce soit, Hitler est poussé vers la sortie par les milieux conservateurs et s'accroche au pouvoir. Des émeutes éclatent, puis une partie de l'armée se soulève, une guerre civile débute. Le pouvoir français en profite, l'occasion est trop belle. La Rhénanie est officiellement annexée. Le Royaume-Uni et les États-Unis condamnent cette invasion. La France est exclue de la Société des Nations. À l'Est, le gouvernement polonais jubile de voir l'ennemi héréditaire mis au tapis. Tandis que Mussolini, beaucoup plus proche idéologiquement des fascistes français que des nazis, entame un rapprochement diplomatique avec la France. Une initiative facilitée par le fait que les deux pays soutiennent depuis plusieurs années le camp nationaliste de la guerre civile espagnole. Les soviétiques s'en mêlent à leur tour en armant des révolutionnaires communistes. Les Italiens envoient des troupes en Autriche pour mettre à la tête du pays un régime qui leur soit acquis. C'est la curée. Le Troisième Reich éclate en morceaux, en différents territoires plus ou moins indépendants soutenus par des puissances étrangères. Quelques mois plus tard, dans les territoires allemands contrôlés par la France, débute l'opération Eclipse. Le but, faire de la Rhénanie un territoire français. À tout prix. Nous sommes en 1947, dans la petite ville de Landau, en Rhénanie française. Rue de la Gare, il est 5 h du matin. On entend le moteur d'une camionnette, des gens descendent, puis un grand fracas, des hurlements. Aucun des habitants n'ose pointer le bout de son nez dehors, car tous savent ce qu'il se passe. Les forces d'occupation françaises et leurs auxiliaires germanophones, souvent venus d'Alsace-Lorraine, viennent d'embarquer plusieurs personnes qu'on ne reverra sûrement jamais. Cette année-là, cela fait 9 ans que les Français tentent d'assimiler les 15 millions d'habitants de ce territoire, en utilisant des méthodes extrêmement brutales. Enlèvements, tortures, déportations en Guyane ou travail forcé dans les mines de charbon de la Ruhr, les méthodes françaises de cette réalité alternative n'ont rien à envier à celles du régime hitlérien, maintenant disparu. Les actes atroces commis en Allemagne par les troupes françaises ont fait du régime un paria pour les pays démocratiques. Mais Tétinger s'est fait d'autres amis, qui portent le nom de Mussolini et de Franco. L'Axe latin est une alliance qui regroupe la France, l'Italie et l'Espagne, qui se sont divisés la Méditerranée en différentes zones d'influence. Cette alliance a fait des émules en Amérique du Sud, en Asie. De nouveaux régimes fascistes émergent, faisant concurrence aux puissances soviétiques et américaines. Isolés en Europe, les Britanniques se sont tournés outre-Atlantique. Les USA sont au fait de leur puissance et viennent de vaincre le Japon après une guerre de 6 ans dans le Pacifique. Les GI ont dû envahir les îles principales de l'archipel nippon. Dans cette réalité, les États-Unis n'ont pas pu construire la bombe atome, privés qu'ils étaient des scientifiques allemands pour lancer le projet Manhattan. Tétinger dispose des pleins pouvoirs. Après les communistes, les socialistes, la droite libérale et les Croix de Feu, c'est l'Action française qui a fait les frais de la dictature. Trop monarchiste au goût du pouvoir, ceux-ci voulaient restaurer un roi à la tête de la France, chose que Tétinger, seul dirigeant, n'avait pas pu tolérer. En 1947, le monde est divisé en 3 camps, les capitalistes, les fascistes et les communistes. Pour chacun d'entre eux, il ne pourra en rester qu'un. 25 avril 1973. 50 bombardiers de l'armée de l'air, partis d'Alger, lâchent un énième tapis de bombes sur la ville de Dakar, entièrement aux mains des rebelles indépendantistes. En plusieurs vagues, l'agglomération est entièrement rasée. Plus de 70 000 victimes sont recensées dans les bombardements. Tétinger veut faire un exemple, veut montrer aux autres colonies ce qu'il pourrait se passer si elles osaient se révolter. Le massacre est condamné unanimement par la communauté internationale, mais aucune intervention directe n'est possible, car la France est maintenant une puissance nucléaire. Lâcher les colonies, leur donner l'indépendance, jamais, jamais, car cela voudrait dire admettre que le régime est incapable de maintenir l'ordre et la sécurité. Il n'est tout simplement pas question de perdre les ressources des colonies, et plus important encore, le prestige de l'Empire. Cela fait 20 ans que les différents mouvements indépendantistes sont réprimés dans le sang. Des villes entières sont rasées pour montrer l'exemple, pas seulement en Algérie et en Indochine, mais dans toutes les colonies françaises d'Afrique. Seulement la France fasciste n'a plus les moyens de ses ambitions. Les guerres coloniales coûtent cher, extrêmement cher, en hommes, en matériel, en argent. La France stagne, perd sa jeunesse dans des pays lointains. Étrangement, depuis le début des révoltes dans les colonies, le fascisme n'a plus la cote. Les massacres de masse ne sont plus au goût du jour. La plupart des pays du monde condamnent la France. D'ailleurs, l'Axe latin n'est plus qu'un souvenir.
Les économies italiennes et espagnoles ont fini par dérailler, trop renfermées sur elles-mêmes, trop dirigistes, trop dépendantes de l'acquisition de territoires. Le régime du Duce est tombé, remplacé par une timide démocratie. Franco n'a eu d'autre choix que de libéraliser son économie, à accepter de l'argent des États-Unis contre des promesses de démocratisation. Seule la France demeure fasciste, pouvant encore se reposer sur son empire. Toutes les richesses produites en métropole servent à maintenir la présence française, dans un empire qui est devenu un puissant fond, un gouffre où tombent toutes les richesses du pays ainsi que sa jeunesse. Le combat pour les garder est perdu d'avance. Anglais, Américains et Soviétiques envoient des armes aux insurgés, forment les rebelles afin de mettre à bas cet empire. On commence à voir le début de la fin, lorsque Pierre Tétinger, chef incontesté de la nation française depuis 37 ans, décède d'un arrêt cardiaque à la Pitié-Salpêtrière. Quelques jours après un certain Charles de Gaulle, qui dans cette réalité sera resté un simple colonel, mis au placard de l'armée dès 1942 pour insubordination. C'est l'année 2000, dans la ville de Mayence. La foule se presse dans les rues. Le dernier contingent de l'armée française s'en va, la queue entre les jambes, sous les huées. Le 1er janvier du millénaire est la date choisie pour réintégrer la Rhénanie à l'Allemagne enfin réunifiée. Dans la dernière Jeep, le lieutenant-colonel François Hollande jette un dernier regard à cette ville dans laquelle il aura été stationné plus de 10 ans. Dans cette réalité alternative, l'homme qui aurait pu être président a eu une modeste carrière dans l'armée, poussé vers la grande muette par nécessité financière comme des millions de Français. Il sait que c'est la fin d'une époque, les Allemands ne veulent plus d'eux. Seul la Sarre, un petit territoire à la frontière, restera française, conformément au vote d'autodétermination organisé sous le patronage des États-Unis et de l'URSS. La purge ethnique et culturelle organisée par le régime fasciste français aura eu raison de l'identité locale. Mais dans le reste de l'Allemagne occupée, les Français sont toujours restés des tyrans qui, malgré leurs efforts, n'auront pas réussi à les faire changer de culture. En 2000, cela fait 9 ans que la dictature est tombée. Suite à la Révolution bleue en 1991, le successeur de Tétinger a dû abdiquer devant la pression populaire et est mort en exil un an après au Nicaragua. Les sanctions économiques américaines, le coût astronomique des guerres coloniales, auront eu raison de l'économie et de la patience des Français, qui ont fini par descendre dans la rue malgré la répression pour demander du changement. Cette obstination à garder son empire aura coûté à la France bien plus que de l'argent. C'est plus de 600 000 soldats qui sont morts en Indochine, en Algérie, au Sénégal, au Congo, à Madagascar. Le nombre de civils tués est innombrable, se compte dans les millions. Tout ça, pour rien, car tous ces pays ont fini par obtenir leur indépendance. En 2000, le monde a bien changé. La Seconde Guerre mondiale n'a pas eu lieu. Les grandes puissances ne se font pas la guerre. Le Moyen-Orient est toujours un immense champ de bataille entre différentes ethnies, différentes religions. La seule différence, c'est qu'Israël n'existe pas dans cette réalité. Un État juif a bien été créé dans les années 50, vite anéanti par ses voisins arabes. Sans holocauste en Allemagne, la plupart des Israélites ont préféré rester dans leur pays d'origine, plutôt que de tout abandonner pour partir vivre en Palestine. Dans ce monde où le fascisme a fait long feu, il n'y a pas eu d'après-guerre, pas d'ONU, pas d'organisation internationale, pas d'Union européenne. La France des années 2000 de cette réalité alternative, l'Empire déchu, n'est pas dans le meilleur des états. La 4ème République a été proclamée sur le modèle de la 3ème. L'Assemblée est divisée entre la gauche socialiste et la droite conservatrice. Le pays possède certes la bombe atomique et toujours une puissance régionale, mais des décennies de fascisme ont laissé le pays ruiné, en retard à tous les niveaux du fait de son isolement géopolitique. Les infrastructures sont en ruine, la population est divisée, la dictature a laissé des traces partout. En plus des horreurs qui se sont déroulées dans les colonies, émergent petit à petit des histoires sordides en métropole. Des centres de torture pour opposants politiques, de bébés enlevés à leur mère, de personnes disparues. Le travail de recherche et de mémoire sera extrêmement long et sensible, alors qu'une partie des Français sont toujours nostalgiques de la dictature, et que des dizaines de milliers de fascistes convaincus travaillent encore pour l'État. Mais le pays doit aller de l'avant, se redresser après cette sale période. En jetant un dernier regard sur le ciel au-dessus de Mayence, où éclatent les premiers feux d'artifice, le lieutenant-colonel Hollande soupire. Il comprend leur joie. Si les Allemands leur avaient fait la même chose un jour, il serait lui aussi tout aussi joyeux de les voir partir. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de ce scénario. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager, bref vous connaissez. N'hésitez pas non plus à me mettre des idées dans les commentaires, à me mettre des retours sur le scénario, ça me fait toujours très plaisir et je fais de mon mieux pour tous les lire. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.